Est-ce que tu aimes la poésie? Est-ce que tu aimes la poésie? Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. T'as commencé fort. On a un effet de fermeture éclair, mes amis. Alors là, je précise que c'est pas celle de ma braguette, c'est celle de ma trousse Kylo Ren, hein. Qu'il soit pas dit oui, que... ça reste à peu près au niveau de la braguette. Si tu parles de Kylo Ren, tu vois, c'est forcément comme la ça, première on peut le image caser à poil dès le début de cette vidéo. Ça y est, fait. c'est fait. Donc on a nos clics. Après, ceux qui ne sont venus que pour ça peuvent partir. Mais ce serait bien dommage parce qu'effectivement, nous allons prendre le bus avec Adam Driver, qui n'a jamais aussi bien porté son nom que pour ce film, avec Patterson, qui est le choix d'Aurélie aujourd'hui. Et moi, j'ai tout de suite noté que il m'arrive parfois de prendre le bus avec mes crushs. Avec Keanu Reeves, c'était speed, et donc avec Adam Driver, ce sera slow. Très slow. Vraiment slow. Ah, c'est sûr qu'on passera pas la barre des 80 miles à l'heure, là. Pas de souci. On flirte avec le point mort dans ce film. D'ailleurs, ça va être intéressant parce que on a un ressenti et une relation à ce film qui sont vraiment très différents, donc ça va alimenter la discussion, ça devrait être assez sympa. Ah, c'est clair qu'on n'a pas du tout... Alors toi, t'as une relation avec ce film. Oui, moi, voilà, moi j'ai une vraie relation avec ce moi, film. je n'ai pas eu une relation avec ce film. C'est vrai que si on doit faire... peut-être qu'on peut le placer maintenant, du coup, Aurélie, c'est-à-dire notre vécu, parce que finalement, dans la playlist Les Lucasfilles regardent, c'est souvent des films qui nous ont marqués à différents moments de notre existence et qu'on partage avec vous, parce qu'on se rend compte que souvent, vous avez les mêmes, ou en tout cas que vous ne demandez qu'à les partager. Donc du coup, on vous les livre. Et c'est vrai que celui-là, bon, moi j'avais essayé de le regarder à la grande époque de ma crush Kylo Ren, Adam Driver, où je dis ouais, elle veut faire l'intégrale. Et j'avais pas pu le regarder jusqu'au bout en fait. Et ça avait rien enlevé à mon affection pour Adam Driver, hein, parce que voilà, ça n'enlève rien. Mais vraiment, j'avais pas du tout accroché. Je sais même pas si je l'ai regardé jusqu'au bout parce que j'avais un souvenir proche du néant avec ce film. C'est pas le genre de film qui est censé te produire des souvenirs impérissables, parce que ça se laisse regarder, comme dit Jim Jarmusch, comme tu regardes défiler le paysage quand tu es assis dans un bus, ou quand tu regardes le courant passer avec les feuilles mortes. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui est censé provoquer chez le spectateur un sentiment de flow et de bien-être et point barre. Et c'est vrai que je voulais qu'on fasse ce film dans la catégorie hors série, parce que c'est un de mes films doudou. C'est devenu un de mes films favoris dès mon premier visionnage, et j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je l'ai vu parce que dès que j'ai pas la frite, je me mets Patterson et tout de suite je suis un peu plus en paix avec l'univers et le cosmos et tout ça. Donc, ça doit être ambiance zen à la Casa Aurélie. Ah, c'est ça. C'est vraiment le film qui a été écrit pour ça, de la musique à l'interprétation, au rythme ou à l'absence de rythme, ça c'est selon le ressenti. Ça reste vraiment un de mes films préférés. Mon film préféré avec Adam Driver, je laisse Le Dernier Jedi de côté. Star Wars, c'est une catégorie complètement à part. Ils sont pas du tout en compétition dans mon esprit, mais ouais, Patterson, c'est mon film préféré avec Adam Driver, jusqu'à ce jour, bien sûr. Avec tout ce qu'il est en train de tourner à droite à gauche, que je sais pas s'il a le temps de pisser, de dormir ou quoi aux caisses. Ça peut changer dans les années qui viennent, hein, mais pour l'instant, ouais, Patterson is number one. Là, pendant que tu parles des compétitions, c'était un film qui avait été présenté à Cannes. Ouais. Alors, il est tout à fait à sa place à Cannes. Oui. Il a ce côté... je vais le dire avec toute la bienveillance que je peux avoir, il a ce côté intello chiant qui va tout à fait avec l'ambiance de Cannes, hein, donc voilà. Et il a été revenu complètement bredouille avec une critique très mitigée qu'on va parfaitement, je pense, refléter toi et moi aujourd'hui dans notre approche. Il est revenu avec un seul prix. Il a eu la Palme d'Og pour le chien. Pour Nelly, la chienne qui interprétait Marvin. Un garçon. Le bulldog anglais de l'héroïne. Mais comme on l'a envie. Non, c'était plus le bulldog. Pratiquement, il passe plus de temps avec Adam Driver qu'avec... T'as pas l'impression qu'elle s'en occupe beaucoup de son chien? Elle est avec lui pendant tout le temps où Adam Driver travaille. Et surtout, il adore sa maîtresse et il déteste Adam Driver, qui le lui rend bien, hein, évidemment. Et oui, alors vraiment rôle de composition, parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les coulisses de ce film, en fait, le chien, il avait eu le big love pour Adam Driver. Comme tous les chiens, hein, parce que voilà. Adam Driver adore les chiens. D'ailleurs, je me souviens d'une interview pendant qu'il faisait la promotion de ce film, où on lui parlait du chien, et il dit à la journaliste, le chien est décédé malheureusement, et tu voyais qu'il était vraiment très affecté par ce décès, puisqu'en fait, Nelly a eu sa récompense à titre posthume
Bon, ça se voyait dans le film que c'est un très vieux bulldog anglais. Et effectivement, la chienne est morte pendant la post-prod du film. Et ça l'a beaucoup affecté, Adam Driver. Oui, il a mis des chiens. Hein. Quand tu vois comment il est in love de Moose, son chien, ou quand tu le voyais avec Gary, le chien de Carrie Fisher, sur le tournage, ou comment il s'est démerdé pour que on retrouve le chien de Léos Carax en Belgique. Oui, voilà. oui, c'est vrai. Clairement, l'ami des toutous. Hein. Donc c'était un vrai rôle de composition pour Adam. Hein. Je ne t'aime Et pour le pas, chien. Marvin. Et pour le chien, voilà, exactement, qui était très bien dressé, hein, qui joue très bien, il faut le On dire. a placé le chien, Ouais. maintenant on va pouvoir placer le reste, c'était le plus important. Hein. Alors si vous êtes venu pour Adam Driver à poil, on l'a fait, si vous êtes venu pour les chiens, on l'a fait, donc voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, oui, c'est vraiment un film calibré pour Cannes. Donc en général, c'est le genre de film que je n'aime pas. Tous les films bobo, intello, chiant, larmoyant, existentiel, en général, je me casse à l'autre bout, tu vois, je fais le boycott parce que je sais que ça va me faire chier, mais bah, celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle, quoi. Donc je trouve ça assez ironique, c'est très très drôle. Alors, c'est un film qui a été tourné en 2015, donc pour vous situer, c'est entre l'épisode 7 et l'épisode 8, dans la ville de Paterson, mais pas que. Et ils ont tourné aussi dans le Queens, etc. Enfin, à Yonkers, dans plusieurs endroits. Bon, disons qu'Adam n'a pas eu à faire beaucoup, il n'a pas eu à trop prendre non, le bus non, pour ça aller allait. sur les lieux de tournage. C'était pas trop loin de chez très loin lui. de la maison, hein, exactement. Non. Puisqu'on rappelle que Adam vit à Brooklyn. Et c'était un projet qui trottait dans la tête de Jim Jarmusch depuis une vingtaine d'années, qui s'était intéressé à la ville de Paterson et aux poètes associés à la ville de Paterson, notamment William Carlos Williams. Voilà, c'est ça. Je fais la même boulette. WC, on va l'appeler, ça ira plus. Je fais la même boulette que l'épouse de Paterson Laura. dans le film, que Laura, ouais, exactement. Ça a fait son chemin dans la tête de Jim Jarmusch et puis il a décidé de passer à la production du film. Donc il est sorti en 2016. Il a reçu, comme tu l'as dit, des critiques assez mitigées. Il y a ceux qui adorent et ceux qui font c'est quoi cette merde, je me suis endormie, quoi. Donc il y a rien entre les deux, hein, quasiment. Il est rentré dans ses billes, il s'est bien exporté en Europe, il a bien tourné en France et en Allemagne. J'ai pas trouvé les chiffres pour les États-Unis. Et puis c'était l'occasion aussi de revoir Golshifteh Farah Hanif, une actrice iranienne et française, qui est juste une bombasse. Hein. Voilà, je le casse tout de suite. Moi, dans ce film, je passe quand même aussi du temps à baver sur l'actrice qui fait l'épouse de Paterson. Il faut le dire. Ah oui, elle est très jolie. Elle est très très belle. Mais c'est autour de son personnage que j'aurais le plus de trucs à dire d'ailleurs, je tiens à dire. Mais puisque t'as placé ça maintenant, je vais dire ça aussi. Bien que j'adore Adam Driver, et voilà, je trouve que finalement c'est presque dommage qu'on passe autant de temps avec le personnage de Paterson, parce que pendant tout le temps, moi j'ai préféré passer du temps avec Laura. Ça a été pour moi la grande interrogation, c'est mais qu'est-ce qu'elle fout de ses journées? Et donc du coup, je trouve que le personnage est beaucoup plus intéressant et qu'on n'en parle pas, mais ça fait partie des trucs qu'on va discuter après. Ouais. Donc voilà. Donc il faut aller passer la journée avec Laura, bien que je sois pas dans la même optique que toi. Finalement, tu vois, je te recoupe, hein, ma grande. Il aurait mieux valu passer du temps avec la fille. Moi, je veux bien l'aider à cuisiner ses cupcakes et peindre ses rideaux et ses robes et jouer de la guitare. Juste, il est hors de question qu'elle me fasse goûter sa tourte au chou de Bruxelles. Ça, c'est juste pas possible. Au chou de Bruxelles et au cheddar. Et au cheddar, voilà. J'aime N'oublie le pas. cheddar, mais le chou de Bruxelles, ce n'est pas possible. Et donc, dans la bande originale, t'as quelques morceaux qui sont des chansons identifiées, mais t'as surtout une BO de... Alors, je crois que c'est un groupe qui a été créé exprès pour le film et dont Jim Jarmusch fait partie, ouais, c'est Skrull. Et la musique est partie intégrante de l'expérience du film, c'est-à-dire qu'elle est lente, elle est bizarre, elle est un peu dérangeante, et ça participe à la lenteur du film et au fait qu'à un moment donné, t'es déconnecté de la réalité et que c'est un côté onirique. Ça n'engage que moi, voilà, dis-le, bien oui. sûr. Voilà, j'ai lâché le gros mot. Poétique peut-être, du coup. Reste sur est-ce que tu aimes la poésie. C'est vrai que sur le plan conceptuel, c'est conceptuel, voilà. C'est-à-dire que typiquement, c'est le genre d'œuvre, comme de bouquin finalement, parce que je vais l'assimiler aux bouquins que j'étudiais à la fac, que je déteste lire, mais qui sont fascinants à analyser. Voilà, c'est un plaisir pour moi qui serait purement sapiosexuel. Sur le plan du ressenti, du plaisir de spectatrice, pour moi il est néant, mais sur le plaisir d'analyse, parce qu'il y a un vrai travail, et il y a une vraie conception, il y a dans la mise en image, dans les choix de mise en scène, dans tout, tu sens qu'il y a du vrai boulot, et que voilà, c'est parfaitement calibré
équilibré et que le concept est parfaitement exécuté. Et donc ça, si tu veux, sur ce plan-là, moi j'y trouve mon compte et je le reconnais parfaitement. Alors que moi, c'est l'expérience complètement inverse, c'est-à-dire quand il a fallu regarder ce film, non pas parce que j'en éprouvais le besoin, mais parce qu'on préparait cette émission et que je me suis mise à le décortiquer, à avoir un regard plus analytique sur les scènes, etc. Donc je ne suis pas rentrée dans l'expérience, j'ai pas eu ce sentiment de flow que j'ai d'habitude en le visionnant et je n'y ai pris aucun plaisir. J'aime ce film parce que je rentre dedans, c'est de l'expérience pure, je laisse mon cerveau de côté et c'est de la magie de A à Z pour moi. Et à partir du moment où il a fallu que je mette mon esprit analytique au boulot, c'est là où pour moi tout plaisir de visionnage est passé par la fenêtre du bus. Démerdez-vous avec ça, vous voyez, là, vous avez une bonne synthèse, vous allez faire votre compte avec ces trucs-là, donc voilà, soit c'est effectivement un plaisir... ressenti pour toi, enfin, je sais pas, à un niveau effectivement émotionnel, soit c'est un plaisir intellectuel. Je suis pas sûre qu'on puisse avoir fromage et dessert sur ce film, c'est l'un ou l'autre. Nous, clairement, ça n'a pas été possible dans nos deux expériences. Mais bon, à voir, selon vos retours, si vous arrivez à trouver un entre-deux, ça peut être intéressant aussi. Parce que honnêtement, à part toi, je connais personne qui a vu ce film. Si ma moitié, elle a jeté un œil comme ça de côté, elle comprend pas mon amour de ce film et elle dit mais c'est chiant. Ah, oui, voilà. Oui, c'est chiant. Oui, pour certains, sans doute, je comprends que ça puisse être chiant, mais c'est pour ça que ce sera d'autant plus intéressant de voir en commentaire ce que vous allez en penser. Enfin, ça va être intéressant de voir déjà si ça va vous donner envie d'aller le voir et puis pour ceux qui l'ont vu, quel a été leur ressenti parce que ça va nous donner peut-être une vision générale de ce film en fait. Et alors moi c'est mon premier Jim Jarmusch. Le deuxième que j'ai vu c'était The Dead Don't Die avec Adam Driver, qui est fun comme ça, mais qui m'a pas du tout convaincu quoi. Ah bah moi je l'ai trouvé fun oui celui-là. Il était drôle, c'est un film de zombies décalé. Bon moi de toute façon dès que c'est un film de zombies j'achète. Hein. S'il est décalé, qui rompt avec les ficelles du genre c'est encore mieux. Mais contrairement à Patterson, je le considère pas comme un chef-d'œuvre, tu vois, du tout. Ah non, c'était pas un chef-d'œuvre, mais t'avais une tripotée de bons acteurs que t'avais plaisir à revoir. Il y avait plein d'humour et il y avait un clin d'œil à Star Wars. Ouais. donc voilà, moi j'en ai gardé un peu. Et puis bon, bah voilà, il est toujours bien. Hein, donc, y a pas... Là, il est très bien aussi. Et tu vois, pour un film qui est sur trouver la beauté et la poésie dans les choses du commun et du banal, ça lui va comme un gant parce que c'est vrai qu'il est tel qu'en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il est très quelconque, ce qui va avec tous les gens qui disent oui il est moche machin etc. Et il y a des moments où il est d'une sublime beauté dans certains plans et ouais c'est pour ça qu'à mon avis ils ont parti sur cet acteur-là, Jim Jarmusch, il l'a parfaitement casté. Et c'est la première fois qu'on va pouvoir parler d'Adam en dehors de son rôle de Kylo Ben. Hein. Il y en aura sûrement d'autres au programme, Aurélie, on va sûrement parler d'autres films derrière. Parce que nous deux, on s'est bouffé presque toute sa filmo. Hein. Or, les films qui sont en cours de post-prod ou qui viennent de sortir ou qui vont sortir, je pense à Annette notamment. Oui, on n'est pas en train de courir pour aller le voir, Annette, non, toi et moi. Non, j'avoue, non. Bon, on le regardera, mais là, on n'a pas couru. Hein, non. J'attendrai qu'il soit en streaming, vraisemblablement, mais ouais, je suis pas emballée plus que ça. Après, on peut avoir une bonne surprise. Regarde Patterson, j'en attendais rien et c'est devenu un chouchou, donc... Eh ben, tu vois, moi, j'en attendais rien et j'en ai rien eu. J'en ai rien eu, voilà. Bon, alors, vas-y, fais le pitch quand même, parce qu'après, on puisse attaquer, parce qu'effectivement, il y a du morceau à attaquer. Donc, Alors, Patterson, ça se passe dans la ville de Patterson, New Jersey, qui est une ancienne ville industrielle, maintenant en pleine décrépitude, et c'est bien montré dans le film. Et on suit une semaine de la vie d'un chauffeur de bus qui s'appelle Patterson. On ne saura jamais son prénom. C'est jamais dit dans le film. Donc, on suit sa semaine, métro, boulot, dodo, en l'occurrence, bus, poésie, etc. Donc voilà. Patterson, c'est un homme discret, c'est un homme qui trouve de la beauté dans les petites choses de la vie, qui a besoin d'énormément de routine, qui peut être vite mis en détresse ou déstabilisé par le moindre changement dans sa routine. Bon, il est sur le spectre, quoi, quasiment. Ouais. Alors, il est au moins en PTSD, cet homme-là, parce que t'as plusieurs allusions, t'as plusieurs moments où on voit des portraits d'Adam Driver, ces vrais portraits du temps où il était chez les Marines. Donc, il a une vie, très régimentée comme ça, et il y a des chances qu'il soit quelque part sur le spectre, et pas uniquement souffrant de
de PTSD. Et c'est en parfait contraste avec son épouse Laura, enfin, je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas ils sont ensemble depuis un moment, qui est vraisemblablement iranienne, même si ça n'est jamais dit texto dans le film, et je dis pas ça seulement parce que l'actrice est iranienne. Ah, parce qu'elle a un rêve de la Perse ancienne, ouais. Elle a des éléphants d'argent, et surtout, on la voit à plusieurs moments dans le montage, entre sa journée de boulot à lui, et lui, qu'est-ce qu'elle fait, et elle, qu'est-ce qu'elle fait à la maison. Bah, elle peint les rideaux, elle peint des robes, machin, elle peint les murs, et elle écoute de la musique iranienne. Et puis il y a des petits objets iraniens à droite, à gauche, etc. Donc t'as des petites touches comme ça. Pareil, on n'insiste jamais sur le fait que lui est blanc et elle est donc iranienne. C'est juste, voilà, c'est un constat. À nous, spectateurs, de combler les vides, d'essayer de comprendre comment ils se sont rencontrés, etc. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout cet élément-là. C'est un des trucs que j'ai. Mais comment ils sont connus? Mais depuis quand ils sont peut-être quand ensemble, il était déployé. Hein. Ah oui. Tu vois? C'est jamais dit texto dans le film, mais c'est une conclusion à laquelle on peut aboutir en fait. Il écrit de la poésie, il a un carnet de notes, un carnet secret dans lequel il écrit de la poésie. Alors c'est bien l'écriture d'Adam Driver que l'on voit reproduite à l'écran et celle qui est dans le carnet. C'est pas lui qui a écrit les poèmes évidemment, il y en a certains c'est Jim Jarmusch qui les a écrits, d'autres que je vous dise pas de bêtises. Ron Padgett. Ron Padgett, voilà, de l'école de New York, qui est mentionné à la fin du film, on y reviendra. Bah perso, moi les poèmes, je les trouve nuls. Les poèmes, je les trouve super nazes. Je suis désolée, j'ai des goûts très classiques en matière de poésie, que ce soit en français ou en anglais, quoi. Mais ça m'a jamais gâché le plaisir du film parce que ça fait partie du personnage. Effectivement, une boîte d'allumettes, une conversation qu'il a captée, la vue de sa femme au réveil ou des cascades devant lesquelles il prend sa pause déj tous les jours, etc. Ça va lui inspirer des poèmes. Il voit de la beauté là où nous, on va passer complètement à côté parce que c'est un contemplatif plus le mec. C'est un taiseux, là où sa femme est exupérante, elle cumule les hobbies et elle rêve de faire carrière, de devenir célèbre, de devenir riche. Elle veut devenir riche avec ses cupcakes et puis... D'aucuns diraient hystérique, hein, carrément. Bah, moi je dirais qu'elle est évaporée, elle est dispersée. Ah oui, moi c'est ce que j'ai noté aussi, évaporée. Tout le contraire de lui, elle veut se mettre à faire de la guitare, mais pas parce qu'elle aime la guitare spécialement, mais parce qu'elle a vu une guitare qui va bien aller avec sa garde-robe et qu'elle veut devenir célèbre. Le noir et blanc, c'est Harlequin, je la veux. Il y a mon nom dessus, ouais, c'est des centaines de dollars, ils ont pas... Ça va avec mon style. Ils roulent pas sur l'art, ces gens-là. Hein. Elle, clairement, elle est femme au foyer, elle ne travaille pas. Est-ce que c'est parce qu'elle a pas sa green card ou je ne sais pas? Parce que ces cupcakes qu'elle vend au marché, clairement, c'est au black, hein, en fait, hein, qu'elle vend ces cupcakes. Donc, au début, tu te dis, ils ont rien à foutre ensemble, ces deux-là. Qu'est-ce que c'est que ce couple? C'est l'eau et l'huile, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Comment ils arrivent à communiquer? Elle est pas digne de lui. Voilà, premier visionnage, c'est ce que je m'étais dit pendant presque tout le film, c'est qu'est-ce qu'il fait avec elle? De lui, je me suis pas dit ça, moi. Bah moi, je me suis dit, elle est pas digne de lui, elle est égoïste, égocentrique, gna pauvre garçon et tout, et en fait... Non, parce qu'elle l'aime quand même, enfin... Elle l'aime vraiment, oui, et... elle l'aime. C'est son... Là, tu as le personnage, c'est vraiment Adam en mon bon gros géant, quoi. C'est The Big Friendly Giant, quoi, tout le truc. Avec son côté, avec sa démarche hyper lourde et pesante, et toute cette place qu'il prend, si tu veux. Et c'est marrant parce que dans ce film, Patterson, comme c'est un homme discret, il essaie, vraiment la gestuelle, c'est hyper important, le non-verbal dans ce film. Il essaie de se faire le plus petit possible, ce qui est impossible quand t'es Adam Driver, enfin je veux dire, c'est... Et il essaie quand même de pas prendre trop de place, de pas se faire remarquer, voilà, c'est vraiment un mec hyper discret, hyper private, sans mauvais jeu de mots avec son passage à l'armée, enfin voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement introverti et contemplatif par opposition à Laura, son épouse, sa compagne, qui elle est explosive, extravertie, voilà, évaporée, tout feu, tout flamme. Oui, lui, il reste, c'est vrai qu'on le voit obsédé par un poème, ça lui prend plusieurs jours, enfin il revient, il repense, il peaufine, il est vrai, ça n'est pas obsessionnel compulsif, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, ses journées sont extrêmement répétitive, il est toujours avec son petit bol de céréales le matin, après il fait toujours les mêmes gestes, tous les jours sont un petit peu pareils, enfin c'est un petit peu, il y a un côté répétition sur toutes ces journées, et c'est vrai que à côté de ça, elle arrête pas de changer de projet, elle commence un truc, elle finit pas, elle passe à autre chose, machin, elle lui dit ah mais tu sais ce serait mon rêve et tout, à un moment donné il se fout un peu de sa gueule, il lui dit ah oui, de quel rêve il s'agit, parce que je sais pas, on a 13 à la douzaine, tu vois.
Et là, on est juste sur une semaine, encore une fois. Hein, c'est pas... Une semaine... Donc t'imagines que la semaine d'après, elle va nous développer autre chose, quoi. La semaine d'après sera identique et en même temps différente. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que la structure générale de chaque journée, c'est la routine de Patterson, c'est quelque chose dont il a besoin, manifestement. Il a besoin de rituels, il a besoin de certitude, il a besoin de choses qui changent pas, d'horaires respectés, d'aller prendre sa bière le soir quand il sort Marvin chez son pote Doc, donc le propriétaire du bar, voilà. Il a besoin que ce soit très régimenté. Et à côté de ça, en fait, il se passe plein de trucs qui font que les jours se suivent et ne se ressemblent jamais. Première chose, c'est qu'une journée commence toujours avec Laura et Patterson dans le lit, au moment où il se réveille sans réveil. Il se réveille très très tôt de lui-même. À 6h du matin, 6h15, j'ai oublié, oui, c'est ça. Bon, en fait, je pense que c'est un truc qui lui est resté de l'armée. Hein. Et puis il se lève et il prend ses fringues bien repassées sur le truc à côté. Enfin, vraiment, une succession de rituels. On croirait qu'il est à l'armée, quoi. C'est avec les deux dans le lit, mais ils sont jamais dans la même position. Des fois, elle se réveille et elle lui raconte le rêve qu'elle était en train de faire. D'ailleurs, elle fait des super rêves. Hein. Moi, j'aimerais bien me réveiller en faisant des rêves comme ça. Tu te dis, elle a pas de soucis dans la life, cette nana. Elle plane. Hein. Ou alors, elle se réveille pas, ou alors le week-end elle va être réveillée avant lui parce qu'elle fait ses cupcakes pour le marché, etc. Oui, ils sont pas habillés pareil, des fois il y en a un qui est tout nu, ou des fois les deux, ou ça change aussi ça. Mais oui, c'est de la répétition mais avec des différences. Mais néanmoins, c'est parce qu'on est quand même dans une semaine particulière. Alors c'est vrai que moi, pendant tout le temps, j'étais en train de me dire, bon, à quel moment ça va péter? Alors que j'attendais, je dis, bon, il y a un truc qui va péter. Là. Soit le chien va disparaître, soit il va y avoir une scène de ménage, parce soit qu'il va fait se barrer. plein de setups, Jarmusch. C'est ça. Alors t'attends le truc, tu te dis il va y avoir, il va écraser quelqu'un, enfin il va y avoir un truc qui va se passer, tu vois. Bon, alors évidemment il se passe ce que tu penses, qu'on peut pas le dire maintenant parce qu'on en spoiler, il se passe ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est une semaine particulière. Et elle est marquée notamment par un élément très Star Wars qui vient du premier rêve. Tu pourrais dire que cette prémonition a dit qu'elle a rêvé qu'ils avaient des jumeaux. Ah ouais, le running gag pendant et donc pendant tout le film, un truc arrive qui est quand même, qui dénote qu'il y a quelque chose de spécial dans cette semaine, et effectivement il y aura quelque chose de spécial. C'est qu'ils croisent des jumeaux partout. Ouais, j'en ai compté 9 paires de jumeaux. Comme c'est Star Wars. Et bon, les jumeaux, il y a toujours un côté magique là-dedans, hein, parce que bon, ça peut partir soit en Shining, ou alors ça part sur, oui, un élément divin, un truc. Et le fait qu'on soit aussi sur une semaine, donc la fameuse, les 7 jours hein, de la création, on est sur l'histoire d'un artiste. Donc tu as toute cette réflexion derrière autour de l'art, de la création, des muses, de l'inspiration. Et donc on est sur ce 7 jours, donc normalement tu as 6 jours de travail et le dernier jour tu te reposes, hein, donc c'est la création divine. Donc voilà, c'est aussi présent derrière. Mais j'aimerais revenir sur les poèmes chiants là que tu disais, sa création de poèmes. Alors, la poésie c'est jamais mon genre de prédilection et comme toi, j'irais plus sur des poèmes classiques que sur du poème contemporain. Là, on n'est pas dans du haïku parce que c'est des poèmes assez longs, mais c'est des poèmes modernes dans le sens où ils sont pas en vers, ils sont pas versifiés non plus dans la manière dont c'est écrit. C'est une espèce de prose qui pourrait s'apparenter à un moment. Il tombe sur un rappeur dans un landromat, dans une usinerie. Donc on va dans ce côté un peu qui pourrait être du... du slam. Voilà, du slam, exactement. Donc il y a quelque chose d'un peu de ça, si tu veux. Et c'est pas mon genre de prédilection, encore une fois. Néanmoins, bien que je n'aime pas plus comme toi ces poèmes, ils sont parfaitement intégrés dans le concept du film qui va autour du travail de WC, hein, donc de William Carlos Williams, puisqu'en fait tout le film est une mise en image d'une interprétation, on va dire, par Jim Jarmusch, du poème épique Patterson écrit par WC. Parce que ce qu'avait lancé William Carlos Williams, c'était le genre de l'imagisme, je crois que c'est ce terme-là qui avait été employé sur son type de poésie, c'est-à-dire de s'intéresser aux choses et non pas aux concepts, de donner des descriptions précises avec des mots précis et donc de s'attacher à ces éléments du quotidien. Et donc tout son poème épique qui représentait la ville en tant qu'un être humain, puisque en fait la ville de Patterson est personnifiée dans son poème, c'est Monsieur Patterson. Et que fait Monsieur Patterson, à part qu'il évolue dans un paysage urbain auquel il s'intéresse à tous les éléments les plus microscopiques, la topographie, et c'est un poème qui est moderne dans le sens où il est composite, il est mélangé avec des extraits de journaux, avec des passages en vers, des passages en prose, avec des choses qu'il a entendues, donc c'est exactement ce qu'on a là dans le film, c'est-à-dire qu'on a un élément de patchwork, de composite, quoi, différents éléments qui s'accrochent les uns aux autres.
Et dans le poème, il y a plein d'éléments que tu retrouves en fait dans le film. Par exemple, il y a le fait qu'à un moment, il décrit Monsieur Patterson qui se promène et qui, à travers le bus, regarde défiler les choses. Et bah, qu'a fait Jim Jarmusch? Ok, bah, Monsieur Patterson, ça va être un conducteur de bus puisqu'il regarde les choses défiler au niveau... Alors, je le simplifie un peu, mais néanmoins, il y a plein de phrases qui sont tirées du poème et qui sont utilisées dans le film. Bah, par exemple, justement, le rappeur dont on parlait... Lavomatic, exactement. Method Man. C'est vraiment son nom, Method Man. Ouais, qui dit pas d'idées mais des choses, pas d'idées mais des choses. Il répète ça plusieurs fois, donc il répète le mantra de l'imagisme, si tu veux. Une scène à la fin, une des scènes finales, c'est également un élément qui est présent dans le poème, si tu veux. Avec la chute, tu parlais de son déjeuner, où le midi, il est là avec sa petite lunchbox décorée par Laura, où il y a une photo de sa femme, etc. Et donc, il mange toujours face au... Je pense que ce sont les chutes de Passaic qui sont... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et bah, c'est un élément central du poème de Patterson, et notamment, il y a une scène où, justement, ils sont face à la chute d'eau, et il y a un personnage qui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Bah, je regarde l'eau couler. Il y a tout à un moment, il y a cette confrontation avec qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton travail, et à ce moment-là, ils sont devant la chute d'eau. En même temps, c'est difficile de parler de spoiler ou pas spoiler. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui peuvent vous spoiler parce qu'en fait, encore une fois, c'est un concept ce film. Ouais, il n'y a pas vraiment de plot. Hein. Il y en a un seul. Oui, voilà, un. C'est le seul. Mais comme je dis, il est annoncé également. Donc. Oui, il y a beaucoup de setup où il n'y a pas forcément le payoff. C'est là où Jim Jarmusch joue avec Noner, parce que moi, au premier visionnage, j'étais sur le bord de mon siège à me dire putain, ça va partir en couille. Ah, toi aussi. Je voulais pas qu'il leur arrive quoi que ce soit à mes deux bébés, là, je les adore et tout. Je voulais pas qu'ils... Et je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver? Va y avoir un drame et tout. Ah, c'est bien qu'on ait eu quand même le même ressenti, tu vois, pour ça. Et cette anxiété que j'ai ressentie au premier visionnage, connaissant ensuite l'histoire, j'ai laissé complètement de côté, et tous les autres visionnages qui ont suivi, ça a été une expérience complètement différente. Et je pense que c'est vraiment un film qui gagne à être vu, revu, re-revu, parce qu'en plus, même s'il y a de la poésie, même s'il y a des dialogues, bien sûr, hein, c'est juste un festival de visual storytelling. Et je me rends compte que plus je vieillis, plus je suis sensible au visual storytelling. Plus ça me plaît et plus ça m'embarque dans une histoire. Là où gamine, ou même plus jeune, ça m'aurait sorti de l'histoire parce que j'attendais une interaction, un dialogue, un truc dit franchement, ouvertement, pour faire avancer l'intrigue, quoi. Et à chaque fois que tu le vois, sans être analytique, tu repères encore des petites choses et des petites choses que tu n'avais pas vues qui renvoient à un autre truc qui renvoie. C'est du billard permanent. Et ça, c'est plutôt chouette aussi. C'est pour ça que tu avais raison de dire que c'est quelque chose qui a été extrêmement pensé, extrêmement écrit. C'est un script qui est ultra intelligent. Mais au niveau de la réal, ça sert complètement l'histoire aussi. Ce serait difficile d'aller plus loin sans entrer dans les détails des relations entre les personnages, de ce qui se passe pendant la semaine, etc. Ce qu'on va appeler des spoils, voilà. À défaut d'un autre mot, hein, vraiment, parce que c'est pas... Oh mon Dieu, l'intrigue. Alors bon, du coup, le bilan... Ah, le bilan, bah, il va être tel qu'à l'intro, ma belle, hein. C'est-à-dire que, bah voilà, ça, je sais pas quoi dire. Bah, Aurélie recommande chaudement. En reconnaissant que c'est pas pour tout le monde. Alors, voilà, c'est ça, c'est soit pas pour tout le monde. Soit vous rentrez dedans, soit vous passez complètement à côté. C'est vraiment le genre de film où il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Ouais, je peux le recommander sur un plaisir sapiosexuel. Ça sera juste ça. C'est-à-dire que si tu veux disséquer de la poésie, dissèque de la poésie avec Claire, vis ton émotion avec Aurélie, ça va être ça le truc. Sinon, tu coupes le son, puis tu regardes les images et Adam Driver, c'est beau. Il n'est pas tout nu, malheureusement. Ou le bulldog anglais, pour ceux qui aiment les chiens. Oui, qui est un vrai personnage à part entière. Sinon, si vous aimez les chiens et les beaux garçons, on vous recommande Love is Sweet. Il y a des intrigues. Ouais, là on est sur la marque Corgi, mais ça marche très très bien aussi. Ça marche très bien. Là au moins tu peux avoir du spoil et pas du spoil. Bah, donc du coup on va passer à la deuxième partie de cette émission. Hein. On va arrêter de tourner. On va lâcher les chiens comme on dit. Ils couchent. Non mais ils couchent pas en fait. Ils sont juste couchés, tu verras rien. Oh, puis on s'en fout. T'es pas venu pour ça de toute façon. T'es pas venu pour ça et non. En même temps ils ont une vie sensuelle qui, on le devine, est parfaitement saine. Et... Oui, enfin là, tu la vois pas. Hein. Et on s'en fout. Oui, on s'en fout parce qu'il y a tellement de tendresse dans ce couple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se lève avant elle, sauf le week-end où elle va se lever à l'eau pour faire ses cupcakes là, il l'embrasse, il lui remonte la couverture sur elle. C'est incroyablement tendre et sensuel et il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus pour nous rendre tout de suite ce couple hyper attachant. Même si on a l'impression qu'ils sont hyper mal assortis pendant
les 3/4 du film. À un moment donné, il dit à Doc, le patron du bar, il lui dit non mais Laura me comprend très très bien. Et nous on se dit attends, ça fait plusieurs jours qu'on te suit, on a l'impression qu'elle est dans son truc, machin, enfin bon, qu'est-ce que tu fais avec elle? Est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à toi? Et en même temps, c'est elle qui le pousse à faire des photocopies de son journal secret, de ses poèmes, parce qu'elle a peur que ses poèmes se perdent. Là où elle, bon, elle veut devenir célèbre, briller dans le monde, etc. C'est une extravertie. Lui, l'introverti, il avoue jamais qu'il est poète. Même à son boulot, ils le savent pas. Il veut pas soumettre ses poèmes à la vue du grand monde. Il lit même pas ses poèmes à sa femme. Elle sait qu'il en écrit des très beaux, mais on sent dans l'histoire que ça fait un bon moment qu'il lui a pas lu ses dernières créations, en fait. Il écrit des poèmes pour elle, des poèmes d'amour. Il lui dit qu'il lui écrit des poèmes d'amour, mais il les lui lit pas. Et en général, il essaie de biaiser en lui lisant les poèmes de quelqu'un d'autre. C'est vraiment le contraste entre eux. Et elle a conscience de sa valeur et elle le pousse parce que elle veut pas que ça se perde et elle lui dit qu'il est un grand poète. Et en fait, on se rend compte petit à petit que sous ses airs égocentriques, évaporés, etc., c'est un vrai soutien pour cet homme et elle aime vraiment cet homme tel qu'il est. Alors moi, je suis pas du tout emballée par leur couple. Et je suis pas du tout convaincue que ce couple puisse marcher, mais je vais partir du principe qu'il n'y a que quand tu es dans un couple, enfin tu vois ce que je veux dire, tu peux jamais complètement juger de l'extérieur, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent ensemble, je dirais comme toi, et je pense qu'ils n'ont rien à faire ensemble, et je suis pas convaincue par leur relation. Moi, justement, c'est autour de ce couple que j'ai plein de problèmes, et de la façon dont le personnage féminin est représenté. Je suis extrêmement mal à l'aise avec... j'ai pas parlé de ça dans la première partie, mais moi, je suis mal à l'aise avec ce couple et avec cette histoire d'amour. Si tu me le décris comme une histoire d'amour, moi, elle me convient pas. Le côté poète, machin, la représentation de l'art, de l'écriture, du travail, j'adhère. Je suis pas sûre de ce que je vois quand je les vois tous les deux. Et de la manière dont Jim Jarmusch a choisi de représenter cette femme réveille pas mal d'inquiétudes que j'ai autour de, tu vois, de la représentation de la femme dans la poésie et de l'incarnation de la muse, là. Je déteste, mais foncièrement, ce trope. Et justement, le fait que ce soit réactivé par toutes ces allusions à des poètes et à des femmes qui leur servaient de muse. Oui. Donc il y a cette carte postale de Dante qu'il a dans sa lunchbox au début, donc c'est Dante et Béatrice, hein, donc avec le succès qu'on connaît pour cette histoire-là. Laure et Pétrarque, puisqu'à un moment, alors c'est aussi un des défauts, j'ai trouvé des qualités à ce film, hein, je tiens à le dire, hein, je te rassure Aurélie, et je le dis aux auditeurs, mais il y a un certain nombre de points qui me gênent, et tu vois justement celui-là, quand on parlait d'intello chiant, je trouve que ce film a un côté des fois un peu Wikipédia. Comme ce que je disais avant avec les références à WC où tu as l'impression que voilà, il a coché ses cases. Hein. Ça j'ai fait, c'était dans le texte, et ben là c'est pareil. Bon alors, poète et muse alors. Laure et Pétrarque, check. Et donc il y a un moment dans le film, c'est un poème de Pétrarque, et ben, tu sais que je suis allée chercher sa femme, enfin ça, c'était pas sa femme d'ailleurs, sa muse, s'appelait Laura, comme moi, coïncidence. Et donc tu te dis, oh là, non mais non, c'est pas possible. Et là aussi c'est une histoire, si tu regardes toutes les histoires de muses et de poètes, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, nous faire de Laura la muse de Patterson, tu dis sans le pâté quoi. Parce que justement, aucun de ces poètes n'a épousé sa muse. Ils vivaient pas maritalement, ils consommaient pas d'ailleurs. Et je sais pas, dans leur scène, quand ils sont en train de manger ensemble, d'accord, c'est de la tourte au brocoli et au cheddar, Aurélie, mais tu sens pas finalement tellement d'affection dans leur dîner. Elle lui dit toujours, oh mais t'es silly, t'es machin, enfin elle a un côté toujours un petit peu condescendant machin, et oui, il est présent pour elle et elle est présente pour lui, ils se soutiennent l'un l'autre par plein de façons. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont tellement d'intimité que ça? Je suis pas convaincue. Tu vois, le fait que tous les soirs, il va sortir et il rentre, elle est déjà endormie. Enfin, je sais pas ce qu'ils font ensemble. Et de la même manière, je ne sais pas ce que cette fille fait de ses jours. Enfin, on le voit le produit fini, elle passe sa journée à peindre en noir et blanc toute la maison. Tu sens quand même la fille qui se fait chier quand même. Et au début, quand elle dit j'ai rêvé de jumeaux, je dis bon, alors ils vont faire le coup qu'elle va tomber en cloque. Bon, on n'est pas parti là-dessus. Et je dis pas non plus qu'il faut faire un gamin pour que la vie d'une femme ait un sens. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais pendant qu'elle est en train de s'éclater en mode Beetlejuice à la maison, parce que tout est vraiment comme le costume de Beetlejuice. Bah lui, il bosse. Il bosse, oui, mais je te dis, il partage pas vraiment, il connaît pas vraiment ses passions, ses centres d'intérêt, et nous on le sait pas non plus. Et elle sait rien de sa vie non plus. Et à aucun moment, ils discutent vraiment, en fait. Moi, je nuancerais dans le sens où elle est quand même en phase avec lui.
parce que quand il revient fatigué du boulot, et elle se rend compte, après lui avoir fait son numéro de guitare, parce que bon, il fallait quand même qu'elle lui montre qu'elle avait appris de la guitare, etc. Elle se rend compte qu'il est fatigué et elle lui dit « Ah, mon chéri, ça va ?» Elle est quand même attentive, aussi aberrant que ça paraisse compte tenu du personnage. Et quand se passe le drame, à savoir que Marvin bouffe le carnet de poèmes qu'a laissé traîner Patterson sur le spoil sur le canapé, je trouve qu'elle est vachement bien. C'est-à-dire que pendant tout le film, il y en a que pour Marvin, tu sens bien que le chien est jaloux de Patterson et Patterson est jaloux du chien et elle est là complètement, elle s'en rend absolument pas compte que ton chien c'est pas ton bébé et que ça met de la tension dans ton couple, dans ta maisonnée. Ah mais moi je trouve qu'elle traite le chien comme le mec et le mec comme le chien en fait. C'est mon chouchou machin, elle leur parle sur le même ton et elle a la même façon de les traiter si tu veux. Bon, il y a un peu de ça. C'est équivalent. Moi je la verrais bien institutrice elle en fait. Tu vois, ou prof d'art plastique. Ben c'est ça, c'est qu'on sait pas. Mais effectivement, comme tu dis, le côté, j'avais pas pensé à ça, mais reconstituer. Et c'est vrai que je me posais plein de questions sur elle. Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est elle qui m'intéressait le plus. Parce que, mais comment elle en est arrivée là? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Et comment ils sont ensemble? Et du coup, ouais, je veux pas passer du temps dans ton bus à écouter les gens parler, moi. Je veux savoir. Parce que cette fille-là, tu sais, en plus, à qui elle m'a fait penser. Et là, j'ai eu une pensée émue pour toi, Aurélie. Mais c'est une espèce d'Esmeralda, quoi. Tu la verrais, en plus, cette actrice castée en Esmeralda, elle serait parfaite. Ah, mais oui, parce qu'elle a de faux airs de Salma Hayek dans l'adaptation du Bossu Notre-Dame où elle avait joué. Bah voilà, t'as eu Esmeralda et Frollo dans Patterson. Je soupçonne que c'est pour ça que tu regardes ça. mais c'est vrai, peut-être qu'effectivement, le fait qu'elle est peut-être à peine, elle a eu sa carte verte, et parce qu'effectivement, ils insistent bien sur le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, et elle a des côtés comme elle a ce côté très artiste, effectivement, qui va avec Esmeralda, de son côté un peu enfant. Bah, elle a un côté bohème. Oui, au sens son côté premier du bohème. terme. Elle a un côté gypsy, ouais, pour ça, parce qu'elle veut sa guitare. Pour jouer 4 notes, elle est toute fière, parce qu'elle arrive à faire, j'ai oublié ce que c'était la chanson de base, là, c'était qu'est-ce qu'elle chante? I've been working on the c'est ça. railroad. Oui, bah voilà, elle a été toute fière. Alors, ce qui est ironique, parce que l'actrice, elle est diplômée d'école de musique, enfin, c'est une musicienne, si tu veux. Ouais, à la base. Et donc, elle doit jouer une nana qui arrive à peine à chanter Frère Jacques, quoi. Donc, c'était... Un rôle de composition, là aussi. Oui, voilà. Voilà. Et qui veut être chanteuse de country. Et bon, alors qu'elle a pas du tout... dans le monde de la country, il y a zéro chance que cette minette perce, si tu veux. Ouais. Qu'il y a un monde extrêmement blanc... redneck, machin, tu penses que la beauté iranienne, elle a zéro chance de percer, quoi, c'est pas possible. Et en plus, elle vit dans le New Jersey, je veux dire, elle vit même pas dans le la Tennessee. Bible Belt ou quoi. Ouais, où ils ont l'hépatite B, la polio et le tétanos maintenant. Ah, misère. On y retombe toujours, hein, tu vois. J'arrive à placer les chauves-souris en râle, je te le dis. Je suis pas d'accord, je pense que ce couple fonctionne, au contraire, parce qu'il y a énormément de tendresse, il y a énormément de respect pour les marottes et l'individualité de l'autre, et le fait que l'autre est très différent. La première fois où j'ai regardé le film, vraiment, je me suis dit, mais elle est pas gentille avec lui, elle s'en fout de lui. Attends, elle a toute la maison à décorer, elle occupe tout l'espace, et lui, il a un cagibi sous les escaliers pour mettre ses livres, écrire sa poésie et tout. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais ça, c'est très normal dans un couple, Aurélie, en fait. Hein, c'est tout à fait logique. Ah bon? C'est pareil chez moi, il veut dire... Ah non, chez moi, avec ma moitié, on a notre bordel mélangé de partout. Il n'y a pas de jalouse, hein. Il y a du bordel partout. Ça, c'est parce que t'as pas de KGB, mais sinon, il y en aurait un seul qui aurait un KGB. Après, ma moitié et moi, on a des points communs au niveau de nos hobbies. Il y a énormément de choses qui se recoupent. Donc, on a pu mutualiser beaucoup de choses. Ces deux personnes ont des goûts très différents, même si Laura aime la poésie. Elle aime la poésie de son mari. Elle aime les poèmes qu'aime son mari. Elle lui demande de lui en lire régulièrement. Elle en connaît plein, en fait. Et elle respecte cet aspect de... Ah, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils se respectent l'un l'autre, hein, complètement, et qu'ils se soutiennent. Ça, je l'ai dit, je suis d'accord. Elle est vraiment top une fois que Marvin a bouffé le livre et que elle est catastrophée et Patterson il est en deuil, il est en dep, etc. Elle récupère toutes les miettes des fois qu'un programme informatique puisse recomposer les poèmes. Elle essaie de le consoler, elle enferme le chien dans le garage, elle veut plus voir sa tronche alors qu'elle adore son chien de façon même je dirais presque disproportionnée. Elle le traite vraiment comme un enfant. C'est pas la seule à le faire bien sûr, mais bon dans le film ça pose un vrai problème.
elle dit à son mari, bah tu veux peut-être qu'on te laisse tout seul, si tu veux je vais sortir, et il finit par lui dire non, c'est moi qui vais sortir faire un tour. Et donc il sort faire un tour, ce qui fait que tous les jours de la semaine on a Patterson à la maison et à l'extérieur de la maison, et c'est jamais la même situation. Ouais, mais ça va aussi avec ce qui m'a mis mal à l'aise par rapport à cette fille-là qui finalement que tu ne vois que à l'intérieur du cadre de la maison, qui est cantonnée femme au foyer, avec des intérêts, hein, je dis pas, voilà, encore une fois, j'ai trouvé le personnage intéressant, même si je suis pas sûre qu'elle soit représentée de manière hyper positive, mais bien qu'on sache qu'à un moment elle va vendre ses cupcakes au marché, elle sera jamais représentée dans le monde extérieur quasiment, à part à un moment quand ils vont au cinéma le samedi soir. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont voir au cinéma le samedi soir? Un film en noir et blanc, parce que ça, faudra qu'on en parle après, mais de tout noir et blanc, on a commencé un peu à en parler, mais cette thématique noir et blanc qui est répétée à l'envi dans ce film. C'est vertigineux, hein, ça en devient... Ouais. Oui, mais bon, c'est encore une fois conceptuellement ça se tient. Mais donc ils vont voir ce film hyper raciste. Ah oui. Avec du coup t'as cette actrice exotique qui est le copier-coller de la nana de Laura, ouais. Ouais, de Laura. Et là tu te dis non, mais et voilà, donc encore une fois avec le colon blanc qui prend sa petite exotique. Et cette histoire d'amour-là. Et là, forcément, t'as les autres de l'autre côté. Et tu sais pas ce qu'il y a comme lard et comme cochon là-dedans, si tu veux. C'est ce qui est un peu gênant, ce que j'ai trouvé des fois gênant ou malaisant. C'est-à-dire, je suis pas sûre de tout à fait comment je dois l'interpréter. Il se comporte pas en dominateur ou c'est pas une relation toxique, c'est pas ce que je dis, mais néanmoins, on est quand même dans ce cadre de l'ancien militaire. Alors, il n'est pas représenté en militaire, c'est un conducteur de bus et il est en poète. Mais néanmoins, t'as quand même le côté colon blanc avec, il s'est ramené sa petite femme trophée, petit oiseau qui est en cage, quoi, en fait. Il y a un peu de ça, mais en même temps, l'harmonie qui est dans le couple, même si t'as l'impression qu'ils vivent sur deux planètes différentes, elle est mise en contraste avec deux autres couples dans l'histoire, à savoir surtout Everett et Penny, ou Mary, je crois, elle s'appelle, qui sont des habitués du bar de Doc. Everett est fou amoureux de Mary et elle veut plus de lui, en fait. Ils viennent de rompre et ça va très très loin parce que l'autre c'est une drama queen. Il veut pas la lâcher, etc. Mais je t'aime, oui, mais moi je préférerais crever que d'être avec toi, etc. Donc en fait, t'as des exemples d'histoires d'amour qui ne fonctionnent pas autour de notre histoire d'amour centrale qui paraît hautement improbable, mais dont on te donne quand même à penser qu'elle va tenir la distance. En tout cas, c'est mon ressenti. Ouais, t'as Everett et Penny, puis t'as aussi Doc. Et à un moment donné, sa femme qui surgit dans le bar en lui disant « Tu vas remettre mon pognon dans ma tirelire, c'est pour mes cheveux, pour le mariage de Micheline. » Elle rentre, elle le pourrit devant les clients, enfin voilà quoi. Et c'est là que Doc dit à Patterson « Mais alors, mais toi avec Laura, comment ça se fait que t'as pas de téléphone portable ?» Parce que le vendredi, pour bien finir la semaine, son bus est tombé en panne. Et il est anti-technologie, anti-téléphone portable, machin. Et en fait, Patterson lui dit « Mais parce que non, elle veut pas que je change, elle me comprend très très bien, elle sait que je veux pas de portable et en gros elle me respecte elle-même telle que je suis. » Et l'autre il lui fait « Ah, t'es un gars chanceux, hein. » Ouais, alors du coup, tu vois, pareil, les deux couples en question, c'est deux couples noirs. Oui, c'est vrai. Et du coup, on se retrouve avec notre couple. Alors, noir et blanc, entre guillemets, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il aurait pu... Mais non, c'est hautement improbable dans l'Amérique raciste qui n'est pas complètement pour la mixité noir-blanc. Hein. Ils ont fait des progrès quand même. Ils ont fait des progrès, mais pas dans le sud. Hein. Tu vas te méfier quand même. Mais hein. on est dans le New Jersey. Donc... Mais on est dans le New Jersey, donc il aurait pu très bien partir là-dessus. Alors après, est-ce que c'est par rapport à un commentaire sur la guerre du Golfe? Ah, il y a peut-être ça aussi par rapport aux zones dans lesquelles l'armée américaine est encore déployée. Ou... Est-ce que ça a été influencé justement par l'histoire d'Adam Driver et du fait qu'ils ont voulu... Est-ce que du coup, tu vois, tout le fond de GI, etc., ça a été réécrit à partir de l'acteur lui-même, si tu veux? Est-ce que c'était présent dans le scénario de base? Je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que pour le coup, ils auraient pu vraiment filer la métaphore. Il n'y a pas en soi de commentaires au niveau raciste, hein, si tu veux. C'est pas le propos du film. Ah, ça passe crème. Hein. Ça passe tout seul. Y a aucune... Ça passe crème. C'est un fait. Elle est d'origine moyenne-orientale. Elle est avec un homme blanc. Point barre. Et c'est pas commenté. On s'en fout. Encore une fois, t'as ce blanc dans ce bar. Personne lui demande. Enfin, c'est pas présent dans les débats. Et après tout, ça pourrait être écrit avec que des acteurs blancs ou avec que des acteurs noirs. Ça changerait rien en fait au rien propos. Du tout, ouais.
mais quand même. Il est parti sur un couple mixte, donc il y a quand même quelque chose à Surtout creuser. quand t'as toute cette histoire de noir et blanc qui est présente dans le thème central. Alors, de pas partir sur la question du racisme, oui certes, mais bon, le fait qu'il ait fait ces deux couples dysfonctionnels en noir, est-ce que c'était pas un peu maladroit quand même? Mais il aurait peut-être dû mettre un couple caucasien dysfonctionnel aussi. Après, on a d'autres représentations du couple, mais en voyant un seul personnage, c'est son responsable de dépôt, là, qui est d'origine hindoue, à qui il arrive que des merdes, en fait. Patterson, tu sais, tu lui demandes « ça va ?» Ouais, ça va, et toi, ça va? Tu t'attends à une réponse standard, ouais, ça va. Et l'autre, en fait, il part dans une litanie sur les malheurs de Sophie, quoi. Et effectivement, il passe des moments de merde, hein, il les accumule. Patterson, il est démuni, genre, qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise? Donc c'est comme ça pendant toute la semaine, et le dernier jour, ça va, toi ça va, moi ça va, il me tape et tout, machin, il te dit, toi ça va? Bah écoute, si tu veux, et l'autre il commence, il fait, non en fait t'as pas envie de savoir, il arrête sa litanie. Pour le dernier jour, notre ami hindou, il arrête les frais et de raconter ses malheurs à Patterson parce qu'il sait que l'autre peut rien pour lui en fait. Il peut compatir mais ça va s'arrêter là. Hein. Mais c'est juste ce que tu dis au niveau, parce que le fait est que si on reste dans la composition et dans le composite par rapport au poème qui a influencé ce film, encore une fois, le poème de Patterson, c'est-à-dire là ça se représente effectivement dans la diversité ethnique, parce qu'il rencontre différents personnages, dans son bus il voit passer de tout. différents âges, différents... Et nous on a droit d'écouter des petits moments, quoi. Il y a un côté bref de comptoir, quoi, un peu un dans côté le... un peu voyeur, parce qu'il a l'oreille qui traîne, parce que la moindre chose peut lui permettre d'alimenter son art, en fait. Et c'est vrai que tu vois passer, du coup, du noir, du blanc, tu disais hindou, il y a un japonais à la fin, enfin, il y a vraiment une palette qui est représentée, les différents âges, alors avec la récurrence des jumeaux, mais il interagit avec relativement peu de gens. Je dirais qu'un des principaux, c'est la petite fille. Oui. Et alors là, on est dans le registre de l'irréaliste total. Qu'un homme adulte aborde une gamine. Oui, voilà. Qui est toute seule, la petite blonde. Qui est toute seule. Alors ça, elle est dans la rue. Dans une espèce de dépôt. Oh là là, en plus, c'est dans des le anciennes lieu. usines ou bureaux qui ont fermé, en fait. Parce que, encore une fois, la ville est dévastée. Bienvenue dans ça pourrait être Détroit, quasiment. Détroit, c'est la même ambiance. Birmingham, Manchester, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois. Et d'ailleurs, dans une interview, Adam Driver disait « Non, mais j'ai dit à Jim, en lisant le script, ça, c'est pas très réaliste, Jim, quand même. Hein. Ça craint, hein, quand on va le tourner, faudra bien faire gaffe, parce que je sois à distance de la gosse et tout. Parce que dans la vraie vie, maintenant, par les temps qui courent, aucun homme adulte ne devrait s'approcher de la petite pour lui demander si ça va. Je reste te tenir compagnie jusqu'à ce que ta mère revienne. » On va échanger, on va tailler une bavette, pas de problème. Et que la mère vienne même pas s'approcher quand... Pour savoir qui c'est ce mec qui parle à ma fille. Mais c'est qui ce type et tout. Non mais incroyable, t'as la gamine en plus, une espèce de semi-Jodie Foster qui est en train d'écrire des poèmes comme lui. Dans son carnet secret. Dans son carnet secret, qui est une jumelle. Spoiler. Ah là, une jumelle, encore une. Voilà, exactement. Qui écrit un très joli poème, hein, comme lui, sans rime, ni vers, ni rien, ni machin. Mais sur un truc hyper sensuel pour une gamine quasiment, avec les cheveux qui sont comme la chute d'eau. Ça renvoie à la chute d'eau qui est l'endroit préféré de Patterson, voilà. Et c'est un poème qu'a écrit Jim Jarmusch, celui-là. Et mais ça pourrait être un poème quasiment que lui écrirait sur sa femme. Oui. Et c'est perturbant par rapport au fait que finalement le poème le plus sensuel qui est écrit par une petite fille qui a pas cette expérience par rapport à l'autre qui est en train d'écrire ses poèmes sur ses boîtes d'allumettes. Mais ça, c'est ton love poème, t'es en train de parler de ta boîte d'allumettes qui ressemble à un mégaphone, mec. Je te le mettrais dans ta gueule, ta boîte d'allumettes. D'ailleurs, c'est le poème de la petite qu'il va réciter à sa femme le soir même, au lieu de réciter un des siens. Oui. C'est l'école des fans. Et la gamine, elle a eu 10. Avec l'autre, écoute, va retourner jouer avec tes allumettes. Hein, Fout le feu à la baraque, ou en tout cas à la boîte aux lettres, elle se casse la gueule sans arrêt. Tant qu'à faire. Ah oui, mais ça aussi, ça fait partie. T'as plein de running gags dans le film. Les jumeaux. Sans arrêt, pendant toute la semaine, il va avoir des jumeaux, il a l'impression d'en avoir partout et ça le saoule, ça commence à l'agacer. Tu sens que ça monte. Même s'il est pas très démonstratif, tu sens qu'il est agacé. À un moment donné, une blague sur Iggy Pop.
Parce que Doc aime bien collectionner les articles de presse sur les célébrités, entre guillemets, de Patterson. Eh ben, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quand même Ginsberg et parce que t'as WC, Costello, t'as voilà. Et à un moment donné, t'as Iggy Pop, et il demande à Patterson, non. Et cet article-là sur Iggy Pop, je le mets? Bah ouais, c'est Patterson, tu le mets sur ton Wall of Fame. Et je me dis, ça, c'est marrant, parce que quelques années après, Iggy Pop, il sera dans The Dead Don't Die de Jarmusch avec Adam Driver. Bah, ça devait être son copain. T'as le coup de Marvin avec la boîte aux lettres. En fait, tous les matins, quand Patterson part bosser, la boîte aux lettres, elle est bien droite sur son poteau. Quand il rentre tous les soirs, elle est traviole. Et tu te dis, c'est quoi ce mystère? C'est quoi ces conneries? Et en fait, c'est cette saloperie de chien qui sort vite fait, à peine l'autre il est barré, pour donner un vieux coup d'épaule, puis c'est costaud un bulldog anglais, donner un vieux coup d'épaule dans la boîte aux lettres, ce qui fait qu'elle est toute de guingois. Et à chaque fois que Patterson revient du boulot, il fait, mais qu'est-ce que c'était? Il remet le truc, ça l'agace, mais il regarde autour de lui, il comprend pas pourquoi putain de boîte aux lettres, elle est de guingois, quoi. Ah, parce qu'un chien, ça vient chier sur ta vie, puis c'est tout, puis voilà. Parce que non seulement elle fait sa boîte aux lettres, mais bon, le fait que le chien aille bouffer... ça, c'est la seule intrigue annoncée du truc. C'est la vache. Ah, t'as aussi le coup du bus qui risquait d'exploser en boule de feu. Ah oui, c'est l'hommage à Keanu Reeves. Clairement, quoi. Donc, il a son bus qui tombe en panne le vendredi, donc journée de merde. Parce qu'il a roulé à plus de 20 à l'heure. Donc il est obligé de débarquer ses passagers, ils sont tous en train de s'inquiéter, mais est-ce que ça va se transformer en énorme boule de feu? Non, non, c'est juste un problème électrique, tatati tatata. Et puis ensuite il raconte ça à sa femme quand il rentre, quand elle se rend compte, dis donc il est tard, t'as l'air fatigué, est-ce que ça s'est bien passé? Il lui raconte le coup du bus et lui fait, oh, ça aurait pu exploser en boule de feu. Donc là il commence à ricaner en disant non, 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 aucune chance. Le soir même il va donc boire sa bière chez Doc au bar, il raconte ça à Doc, il fait, oh, t'as de la chance mon gars, ça aurait pu exploser en boule de feu. Et là il explose de rire dans sa bière, genre tu sens qu'il est à bout de nerfs. Ça a été une semaine un peu éprouvante et c'est avant que le carnet soit bouffé. Et c'est ce soir là d'ailleurs que Everett se pointe avec un gun dans le bar et fait mine de buter la nana qui veut plus de lui avant d'essayer de se buter lui. Et c'est là que tu vois que Patterson il a reçu un entraînement militaire parce qu'il te le maîtrise en 2 coups de cuillère à peau, mon pote. Note à moi-même, arriver avec un faux pistolet devant un driver pour se faire plaquer au sol. Bon, au final c'était pas un vrai gun, c'était un gun qui lance des petites billes de mousse, mais bon, lui il le savait pas. Tu te demandes si l'acteur il a fangirlé comme la plupart des gens qui côtoient dans Driver. Oh, et après il m'a attrapé, il m'a plaqué au sol. Ah, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie. J'ai demandé à ce qu'on refasse plusieurs fois la scène. Attends, je l'ai pas bien fait, on recommence. Et tu vois que Patterson, le fait d'avoir été dans cette situation de stress extrême et d'avoir maîtrisé la situation, il est tout déboussolé. Tout le monde lui dit « Oh, t'es un héros et tout, machin. » Et là, « Ah, oui, peut-être, je sais pas. » Enfin, et c'est là que t'as suspicion qu'il est soit en PTSD, soit quelque part sur le spectre autistique. Ah ben, il est sur un autre PTSD que notre Kylo Ben, hein, c'est sûr. Et c'est là que ça rend hommage à la palette de... Voilà, tous les acteurs sont justes et impeccables. Et effectivement, Adam brille de mille feux parce que il est aux antipodes de ce qu'on peut le voir faire dans Marriage Story ou dans... Et sans aucun effort, hein. Tu vois, on avait discuté de cet hommage de Laetitia Masson que t'as toujours pas vu d'ailleurs, je crois. Ah si, j'ai tu l'as vu vite fait et je me suis dit... Tu l'as vu. Revois tes notes avant de t'exprimer à la radio, connard. Alors, sur un point, sinon pour le reste, moi j'ai trouvé que c'était très bien dit sur son côté... il est là, il fait rien et voilà. Après, bon, quand on connaît pas les intrigues, on sait pas reconnaître une histoire d'amour, c'est embêtant. Effectivement, t'as l'impression qu'il fait ça absolument sans effort, quoi, de jouer ce personnage. Il s'est glissé dedans, bon voilà, il a enfilé le pantalon, la veste le matin, et puis youp là, on n'en parle plus, quoi. C'est vrai que c'est étonnant de le voir dans un rôle où il est tellement contenu. Ah oui, je dirais pas inexpressif. Il est pas inexpressif parce qu'il y a des choses qui passent sur son visage. Mais il est vraiment au minimum, en fait. Ouais, il est contemplatif. Il est énormément dans l'observation, la réception de ce qui lui vient. Mais par contre, il va y avoir des moments où il est très expressif. Il rit, il est triste, il est stressé, il est embarrassé. C'est un empoté, hein. On voit bien comment il gère ses passagers au moment où il faut évacuer le bus, etc. Il est complètement empoté. Dans les situations sociales, il n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'il... Oui, mais il gère, comme quand il y a le drame du carnet qui est détruit, hein, chronique d'une
une mort annoncée, hein, quasiment au premier, premier jour, quand c'est « faudrait que tu fasses une photocopie parce qu'il dit non, elle va faire ton truc ». Et donc, comme tu vois, le gamin qui fait son excuse à sa maîtresse en disant « le chien a mangé mes notes », et ben voilà, le chien, c'est arrivé, hein, vous pourrez dire « oui, ça arrive dans la vie, c'est arrivé à Patterson ». Le fait est que c'est Laura qui réagit beaucoup plus violemment que lui, en fait. C'est elle qui engueule le chien, qui le chope par le collier, qui le fout dans le garage, qui va pleurer. Le dimanche matin, quand il se réveille après le désastre, bah lui, il a pas dormi de la nuit et elle est en train de chialer dans le lit, elle sait pas quoi faire pour le consoler, elle a le cœur brisé pour lui. Lui, tu sais qu'il le vit super mal, mais il l'extériorise très très peu. Il est juste encore plus dans le mutisme que d'habitude, il est encore plus fermé que d'habitude en fait. Mais ce qui lui arrive, c'est extrêmement cohérent avec justement le poème de Carlos Williams et donc cette question de l'imagisme, parce que justement l'idée c'est que vous développez ce mouvement qui a donné les beatniks après, hein, ça va avec le mouvement beat après, et ben c'est que faut pas t'impliquer dans ton écriture, c'est-à-dire que tu pars du principe que tu sais Dust in the Wind, hein, je crois qu'il avait écrit un truc WC, écrit avec insouciance, de toute façon il ne doit rester que le verre autour de soi. Donc sous-entendu, bon voilà, hein, les paroles s'envolent et les écrits aussi en fait, hein, c'est exactement ça. Et donc du coup, finalement que son écriture disparaisse, c'est un peu comme après du Mozart, c'est encore du Mozart, bah, c'est encore une forme de poésie, c'est-à-dire qu'il faut que ça disparaisse son écriture en fait, par rapport à ce concept. Alors c'est dur à dire parce que dans le même temps, l'imagisme, soi-disant, ils te disent que c'est des images et pas des concepts, enfin des choses et pas des concepts, bon, c'est un concept quand même en soi, hein, donc du coup, en fait, c'est vraiment la représentation jusqu'au bout de ça. Et faut revenir justement au côté graphique, puisqu'il y a quand même tout le travail graphique sur le noir et blanc. Tu vois au tout début de manière encore à peu près discrète, hein, quand tu commences tout juste à voir l'obsession de Laura sur le noir et blanc. Au début, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, c'est des choses touches sur la vaisselle. Le drap, par exemple, qui est déjà comme ça. Enfin, tu vois qu'il y a vraiment un côté graphique, des lignes noires sur du blanc. Bon, bah des lignes noires sur du blanc, faut pas aller chercher bien loin. Hein, ça s'appelle de l'écriture. Et donc du coup, il y a ce premier moment où il se balade à son boulot, il est en train de réfléchir à son poème sur les allumettes, et au moment où il dit feu, sur la brique derrière, il y a écrit fire. Au moment où il parle des allumettes, il dit pas fire, mais il parle des allumettes. Burst into flames. Ouais. Oui, et ben à ce moment-là, tu vois marqué fire derrière. Sans connaître le poème de Carlos Williams, tu te dis ok. Donc en fait, on part sur la ville est une page dans laquelle il va traverser et écrire. Toute la ville devient en fait un texte à interpréter, et tout ce que tu as autour de toi est à interpréter. Donc c'est pour ça que c'est une très belle mise en image de ce projet, on va dire, et du poème, parce que oui, c'est complètement matérialisé, avec effectivement l'obsession du noir et blanc qui est répétée, et de l'écriture, et qui se fait également, comme tu as dit, sous tes yeux, puisqu'on voit les poèmes qui se matérialisent. Et on le voit se matérialiser deux fois en surimpression, entre guillemets, parce que au moment où Adam Driver, alors c'est pas à chaque fois, mais au moment où Adam Driver écrit dans son poème, tu vois son écriture. Parfois, il pense dans sa tête au moment où il écrit. Et ensuite, quand il n'a pas le carnet, parce qu'il est obligé de travailler, il le cache, il continue à écrire dans sa tête. Et c'est son écriture qui se surimpose sur l'écran. Donc il continue sans arrêt à écrire. Et tu te dis, mais merde, ce mec, ça y est, il a perdu ses poèmes, c'est la fin, il va être dévasté. Il est dévasté sur le moment. Il y a une espèce de processus de deuil où il se balade dans Patterson le dimanche. C'est la seule fois où il sera sans le chien pour se promener dans Patterson. Ah bah c'est le jour où Dieu se repose, hein, je te voilà, dis, c'est ça. Donc, il prend pas le chien avec lui parce que le chien, parfois, l'empêche d'aller là où il veut aller, l'empêche de s'asseoir à son endroit préféré devant les chutes d'eau, etc. Mais là, dimanche, c'est son jour à lui. Et il rencontre Everett en plein jour. On les avait jamais vus interagir en dehors de le soir, la nuit, dans le bar de Doc. Ils font un peu le point tous les deux. Voilà, ils sont en paix par rapport à ce qui s'est passé l'avant-veille, voilà. Et puis continue à avancer, tu te dis, pauvre mec, il se traîne dans sa ville pourrie, là. Il se pose sur son banc, là, où il pose ses pauses déj pour regarder les chutes d'eau. Et c'est là que t'as l'autre truc le plus improbable en dehors de la gamine, qui est notre poète japonais, alors interprété par un acteur qui est hyper connu au Japon. Mais bon, qui est pas dans un drama, donc du coup... Qui s'appelle Masatoshi Nagase. Et en fait, ce mec-là, il a déjà tourné dans un film de Jarmusch en 89. C'était Mystery Train. Donc en fait, Jarmusch, il est retourné voir un de ses potes pour... il est passé du train au bus. C'est ça.
Et en fait, il joue donc le rôle de ce poète japonais qui est un gros fan de WC et qui retrace ses pas dans la ville de Paterson. Il demande à Adam Driver s'il connaît WC. Alors Adam Driver lui dit oui, c'est un poète. Vous aimez la poésie ? Non. Vous connaissez la poésie ? Non. Donc l'autre, Patterson, il ment éhontément, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui cache à tout le monde sauf à sa femme. Et puis l'autre, il commence à le sonder, etc. Et puis bon, il est pas dupe, oui, l'école de New York, il voit bien que l'autre, il connaît ça par cœur. Oh, la conversation surréaliste aussi. Jean du Buffet. T'imagines, avec des Américains moyens, pour parler de Jean du Buffet. Jean du Buffet. Donc, c'est pour ça que l'autre, il le teste. C'est vraiment, cette scène m'a fait penser à l'élégance du hérisson. Oui, d'accord. T'imaginerais jamais le chauffeur de bus, pas plus que la concierge de ton immeuble, qui en fait est un esprit extrêmement élégant, cultivé, et qui le cache. Et c'est vraiment ça. Et tout dans le film est fait pour nous donner l'impression que c'est juste un chauffeur de bus, etc. Bah, tu sais pourquoi il a choisi Jean du Buffet, c'est pour le côté graphique noir et blanc. Ah bah oui, c'est évident. Il serait pas allé chercher Klein avec son bleu et tu vois, non. Ou Andy Warhol avec son pop art. Non. Mais cette espèce de dichotomie entre le chauffeur de bus et le poète, l'esthète, elle est bien résumée par une phrase que la gamine dit sans malice à Adam Driver au moment où elle rejoint sa mère et sa sœur jumelle, mais qui traduit bien une espèce de mépris qui est un chauffeur de bus qui aime Emily Dickinson. Ah oui. Pourquoi il aimerait pas Emily Dickinson ? Moi, ça m'a fait penser à une anecdote perso, c'est que quand je travaillais caissière dans une grande surface pour payer mes études, il y a quand même des gens qui ont trouvé le moyen de me dire « Ah, elle a de l'humour, la caissière !» Pourquoi elle en aurait pas ? C'est un être humain comme toi. Enfin, je veux dire... Et là, c'est du même tonneau. Pourquoi le chauffeur de bus, il aurait pas des aspirations artistiques, intellectuelles d'autant que c'est tout le problème d'être un artiste, c'est-à-dire que les artistes vivent rarement de leur art. Tout le monde ne vend pas des œuvres, des sculptures invisibles à 18 000 $, si tu veux. Donc du coup, forcément, il a un travail qu'est-ce qu'il est dans son quotidien. Comme tu dis, des fois, on est obligé de faire un job qui représente pas nécessairement qui tu es ou tes études. Et ça va aussi, pour le coup, encore une fois, avec WC, dont c'était pas la profession principale. Bon, lui, il était pas chauffeur de bus, il était docteur. Voilà, c'est ça. Il était médecin, mais il fallait bien qu'il ramène le bacon, comme on dit en anglais. Il fallait bien qu'il ramène la soupe, si tu veux. Et donc, du coup, c'était son boulot, en fait. Et il fallait sans arrêt faire l'équilibre entre moi, artiste, avec des projets, etc., et moi qui travaille, qui suis dans la vie quotidienne, en fait. C'est là que tu te dis que la plupart des artistes, ils sont comme Patterson, ils sont undercover, en fait. Oui, ils sont pas déconnectés. Ils peuvent pas se le permettre. Non, tu peux pas. Et la plupart des artistes sont pas connus non plus, d'ailleurs. Souvent, comme Patterson, ils veulent pas se faire connaître. Ils sont trop timides pour ça, ils ont trop peur du regard extérieur parce que ça peut être leur nature profonde, c'est ce dont on a l'impression avec Patterson, mais ça peut aussi être dû à leur situation sociale parce que ils connaissent pas le beau monde. Alors c'est vrai qu'après c'est la beauté des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que le nombre de gens qui en fait ont des talents artistiques sont révélés par les réseaux sociaux. Justement. Ou les fandoms, on pense à vous, toutes nos autrices et tous nos dessinateurs, dessinatrices et machin. Et c'est là que tu vois que énormément de gens ont un talent de fou, quoi. Et pourront pas en vivre et seront peut-être pas connus mondialement, mais en fait ont un vrai talent. Et ils ont besoin de l'exprimer aussi, parce que dans ce film, tu as ça aussi, cette pulsion créatrice, à un moment donné, il faut qu'elle s'exprime. Ça te dépasse, c'est plus fort que toi. C'est explosif tous azimuts quand c'est Laura qui poursuit 36 000 hobbies en même temps et qui n'arrivent pas à se poser, où c'est extrêmement focalisé, très privé, très intime, comme dans le cas de Patterson, mais ce mec-là, il faut qu'il écrive. Et tu as cette inquiétude au moment où le carnet est dévoré, où tu te dis, mais comment il va pouvoir réécrire ces poèmes, ils sont perdus, enfin, voilà. Est-ce qu'il va perdre sa muse, son besoin Est-ce que d'écrire ? c'est grave ? Est-ce tu que te poses la question. Et donc, tu as cette rencontre ahurissante avec ce poète japonais qui le perce à jour très très vite, qui lui dit, moi j'écris de la poésie, mais seulement en japonais, et cette citation qui est tellement... Ah, j'adore ! Ah, toi aussi ! Ah, j'ai adoré ! Ah, c'est la traduction, c'est comme prendre une douche avec un imperméable. Ouais. Ah, celle-là, je l'ai notée. J'ai trouvé ça formidable. Le fait que, en fait, il faut pas lire... Bon, alors, c'est un petit peu... Alors, il le dit pour la poésie, il le dit pas pour la littérature. Dit pour la poésie, exactement. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage, surtout pour la poésie, ou comme pour un chanteur, finalement. Tu vas pas traduire un chanteur, quoi. Tu traduis la majorité des chansons, c'est de la daube. Mais elles ont un sens quand elles sont dans leur musique. Et donc, la poésie, c'est pareil. C'est vrai que...
C'est de la musique, la poésie, en fait. Et c'est une musique, même quand ça rime pas, il y a une musique interne à la langue elle-même. C'est à un moment donné Adam Driver qui le dit quand la petite lui lit son poème. Elle lui dit ça rime pas. Il lui dit bah moi je préfère quand les poèmes riment pas. Donc il préfère la prose. Et effectivement il écrit en prose. Mais il lui dit dans les premiers vers de ton poème il y a des rimes internes. Oui. Les rimes internes au sein d'un texte. Tu peux même le trouver dans un roman, tu peux même, quand tu lis du Chateaubriand... dans le slam ou dans le rap, là, ce que fait le rap, mec ce que fait romantique. Method Man. Et c'est intéressant en plus parce que, au-delà du fait qu'il y a une pulsion créatrice qui doit se réaliser, ça doit sortir de la personne, tu as aussi l'aspect méthode. C'est-à-dire que tu as plein de petits éléments qui sont des illustrations de différentes méthodes de travail. Tu as Method Man, le bien nommé, devant son lavomatique, qui répète sans arrêt les trucs pendant que... Adam Driver, avec son chien, il l'espionne, il écoute aux portes. Tu as le processus d'écriture du personnage d'Adam Driver qui se fait, il lui faut plusieurs jours pour écrire un poème. Il va partir d'une inspiration, ça va être la boîte d'allumettes bleue là, dans la cuisine, ça va être plein de choses différentes. Et puis il va écrire soit directement sur le papier, soit dans sa tête jusqu'à ce que ce soit à maturation, et ensuite il va le mettre sur le papier. Tu as à un moment donné un truc aussi con que Laura qui fait ses cupcakes et qui fait des dessins avec le glaçage. Et Adam Driver qui lui dit « J'adore ta méthode, j'adore ta technique. » Ils sont tous dans le répétitif quand même, c'est tous dans l'obsessionnel quand même. Bah, c'est des patterns. Ils ont tous une obsession. Ouais. Montrer comment c'est un truc qui doit mûrir, quoi. Il y a une maturation du truc avant que ça sorte, quoi. C'est marrant parce que c'est un processus linéaire et en même temps ils sont pris dans un cycle, vraiment un cercle. La construction du film, tu la crois linéaire mais au final tu fais le pont avec le lundi suivant et la nouvelle semaine qui commence. C'est bien représenté par le graphisme de Laura parce que c'est des ronds et des lignes en fait. Elle fait les deux. Elle fait les deux et en plus le noir et blanc c'est aussi le fait que moi je l'interprétais comme du yin-yang aussi. Ah, tu m'as placé un yin-yang. Bah oui, parce qu'ils sont tellement différents l'homme et la femme dans ce couple. Au-delà du fait de la couleur de leur peau, bah, c'est l'homme et la femme, c'est l'extraverti, c'est juste dommage qu'ils les aient pas mis tête bêche à un moment dans le lit. Pas en 69, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils auraient pu très bien être à un moment, tu vois, justement en mode yin-yang, quoi. Mais c'est vrai que tu pourrais les... Oui, et c'était l'affiche du film, faut le placer aussi. Ah bah oui, parce que dans le lit, des fois, ils sont face à face, ils tiennent la main, des fois, ils sont dos à dos, mais c'est pas à l'auberge des culs tournés, ça veut pas dire qu'ils sont pas heureux ensemble. Des fois, ils sont en cuillère, ils s'épousent parfaitement les formes l'un de l'autre, mais on est toujours dans des histoires de complémentarité, on tourne sans arrêt autour de ça, en fait. Sauf que là, c'est elle qui est active et lui qui est passif, alors effectivement, dans le yin-yang, bon, la interprétation noir et blanc, elle est un peu plus... Là, il a remélangé le yin-yang. Bah ouais, c'est à nouveau Adam Driver qui est notre yin, de même que Kylo, c'était lui notre yin dans Star Wars. Donc, J'ai vu un clin d'œil, est-ce que c'est un clin d'œil Kylo? Mais dans le bus, il y a un gamin qui a des baskets, ça pourrait être les baskets de Kylo Ren. Il a des baskets noires et rouges, mon vieux, j'étais là, oh, les baskets de Kylo. Tant que tu parles des clins d'œil dans le bus, il conduit le bus 23 pendant toute la semaine. Et sur le bus 23, tu as une publicité pour un divorce pas cher. Le divorce à $299. Tu te dis, merde, on nous raconte une histoire d'amour quand même. je trouvais ça cocasse. Ah, il y a plein de détails. Il y a plein de choses. C'est pour ça, ce film, si on l'apprécie... Faut pas que ce soit une corvée. Non, mais même sans l'apprécier, je témoigne. C'est-à-dire que voilà, on arrive, ça fait déjà un moment qu'on en parle, on peut en parler longtemps, toi et moi, en fait. Il y a vraiment plein de choses à dire, c'est vrai. Alors après, voilà, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on l'aborde et comment on le ressent. Je pense que la note finale, la façon dont le film se termine, ça donne des indications parce que ce poète japonais, il a grave grillé que notre ami Patterson, c'était un poète dans l'âme. Il finit par lui offrir un très joli carnet de notes japonais en papier, etc. Rien à voir avec le carnet qu'avait Patterson pendant le reste de la semaine. Et tu te dis, merde, il se retrouve face à une page blanche, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, le fait que son carnet précédent ait disparu, c'est pas si grave parce que sa muse, la femme qu'il aime, elle est toujours là. Et à peine il a ouvert le carnet, il a un poème qui commence à arriver tout seul et il couche des mots sur la page blanche. C'était vraiment chouette. Je veux dire, tant qu'il est avec elle,
ça va le faire. Et on finit sur le lundi matin suivant, donc le 8e jour, entre guillemets, où ils sont à nouveau face à face, dans une position de gens qui sont confortables à partager le même lit. Il y a encore une fois beaucoup de tendresse, etc. Et c'est une nouvelle semaine qui commence. Et ce qui s'est passé dans la précédente, eh ben c'est pas grave. Ah bah, c'est un jour sans fin, quoi. Mais j'ai préféré le film avec Bill Murray. Ah bah ouais, mais c'est pas le même ton non plus. C'est hein. pas le même ton, non, c'est sûr. Moi aussi, je l'adore. C'est pas le même ton. Le jour de la marmotte, mais ouais. Ça manquait de marmotte, ce film. Voilà, c'est ça. Mais c'est parce que ça se passe en automne, peut-être qu'elle était déjà partie c'est pas en hiberner, Pennsylvanie non plus, hein, c'était pas à Punxsutawney. Un film qu'on fera peut-être un jour dans les hors-séries. On fera sûrement ce film. Il est tellement un jour. culte que... Ah oui, non, j'aime tellement ce film, oui, ça risque. Et puis il y a plein de trucs à dire sur les coulisses de ce film en plus, donc... Ouais, c'est pas les mêmes analyses, c'est sûr qu'on parlera moins de poésie. Mais même la manière dont on l'aborde, toi et moi, ça va tout à fait avec le fait que ce soit moins un film qu'un poème, en fait. Parce qu'un poème, tu peux aimer un poème parce que tu le ressens, quoi. C'est quelque chose qui te... C'est une... c'est un viscéral. choc, c'est un choc viscéral, exactement. C'est un choc physique, un ressenti, une pulsion, etc. Et à côté de ça, tu peux aussi aimer un poème parce que il est écrit, il est soigné, tu sens que chaque mot a été peser, penser. Les deux cohabitent si tu veux et la raison pour laquelle les gens écrivent ou aiment la poésie est pas du tout la même en fait. Et puis c'est ce qui fait que tu vas aimer une œuvre ou pas, tu vas avoir le niveau analytique, que ce soit une œuvre littéraire, toi c'est ta formation, ou une œuvre d'art, le niveau analytique parce qu'on t'a appris à décortiquer une œuvre, à faire des rapprochements, tatati tatata, la placer dans la carrière d'un artiste ou d'un mouvement ou quoi qu'est-ce. Et puis tu vas avoir aussi la réponse viscérale du j'aime pas, ça me parle pas, ça me touche pas, qui se discute pas, qui est au-delà de l'analyse. Et tu peux apprécier des œuvres différentes qui répondent à ces deux approches-là séparément, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais étudié l'art contemporain, mais il y a des œuvres que je vais adorer sans savoir pourquoi. Juste te dire, ça me parle. Je connais pas l'artiste, je connais pas le mouvement, rien. Mais c'est pas grave, ça me parle. Et puis à côté de ça, des œuvres classiques où je vais pouvoir les décortiquer, les peintures des grands maîtres, l'école de ceci, l'école de cela. Puis intellectuellement, j'apprécie, mais ça s'arrête là. J'irai pas afficher le poster dans ma chambre, quoi. Ouais, juste, effectivement, moi, juste le fait que je reste quand même, gênée par les histoires de muse, moi, je sais pas pourquoi. Tu vois, le fait que la femme soit juste là pour inspirer le mec... Pour l'inspirer, pour le soutenir. Après... il la soutient lui aussi. C'est lui qui lui offre la guitare. Ah, il lui offre la guitare, j'ai l'impression qu'elle lui a un petit peu extorqué la guitare. Elle lui a extorqué la guitare. Il a complètement oublié la guitare. La guitare arrive, il dit ah bon, je t'ai acheté ça, je suis pas au courant. Merci chérie, du beau cadeau. Alors sur un plan purement humain, je suis à fond avec la fille. Mais encore une fois, le mec il avait pas prévu, genre elle lui a dit limite le mardi, tu vois, je sais plus quel jour c'était. Ah oui, parce elle avait genre 2 jours pour la commander, pour avoir les DVD gratos. C'est ça, oui, il y a toute la méthode. Il y a encore la méthode, tu parlais de la méthode, ça va aussi là. La guitare venait avec une méthode, donc on reste effectivement dans le thème de la méthode que tu évoquais avant, Ray. Et donc du coup, elle commande la guitare le mardi, le truc arrive le jeudi, tu veux, le mec il a même pas eu le temps de se retourner, quoi, si tu veux. Maintenant on est passé en mode country, Mais c'est surtout que les centaines de dollars, tu te doutes bien que ce mec-là, il les sort pas comme ça, quoi. C'est ça. Après, en chanteuse country, elle sera très bien chanter Stand By Your Man, hein, je pense que pour le coup, ça lui ira comme un gant. C'est une très belle chanson d'ailleurs. Bon, je te dis, il y a juste le fait qu'il est continué. Et effectivement, on sent qu'il a voulu ciseler, je parle du réalisateur là, qu'il a voulu ciseler quand même de ce film pour mettre en avant quand même plus, tu vois, sa beauté, son côté, machin. Mais encore une fois, je sais pas qui c'est cette fille et j'aurais préféré qu'il passe plus de temps à nous expliquer qui c'était que d'en faire une jolie muse, voilà, sa petite Esmeralda là. Évaporée, mais... Ouais. Plus aimante et attentive qu'on était amené à le penser au départ, ouais. Bon, en tout cas, on vous écrira pas un poème aux louanges ou pas de ce film. Si la muse vous habite... Ah oui. Et pas l'inverse, quoique... Toujours avec Kylo. On vous invite quand même à voir ce film, ne serait-ce que par curiosité. Ah bah oui, aussi parce que vous aimez Adam Driver, bien sûr. Ou Jim Jarmusch. Ou vous aimez prendre le bus et vous avez envie de composter votre billet. Donc voilà, allez-y. Exactement. À nous faire vos retours dans les commentaires. Ce temps béni où personne ne portait de masque dans les transports en commun. Tu vois, un jour, tu regarderas ce film. Tu sais là, je me souviens, je vous parle d'un temps. Et dans mon temps, mes petits jeunes, on voyait la tête des gens et tu pouvais mettre du rouge à lèvres dans la rue. Tu le crois, ça?
Si, on a des images d'archives. Donc sur ce, on vous laisse. On vous retrouve dans 2 semaines pour le live stream avec nous. Voilà, pour fêter les 2 ans de la chaîne. Si Dieu le permet et qu'un chien va pas bouffer notre micro. Et si on nous a pas marabouté nos ordis et que YouTube veut bien que le live stream se passe correctement. Voilà. Et d'ici là, profitez bien de la fin des vacances et à très bientôt. À très bientôt.